Alors, les câbles audio à des milliers d'euros, arnaque complète ou il y a vraiment un truc derrière, c'est une des questions qui déchaînent le plus les passions dans le monde du son. Aujourd'hui, on va mettre les opinions de côté pour plonger dans la physique pure et dure et essayer de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un simple fil de cuivre. Faut savoir que ce n'est pas un débat d'hier. Déjà en 1985, le physicien Malcolm Hawkesford mettait le doigt sur ce conflit. D'un côté, on a ceux qui jurent par la loi d'Ohm, une loi toute simple qui dit qu'un fil, c'est juste une résistance, et tant qu'elle est basse, tout va bien. Et de l'autre, des audiophiles, les fameuses oreilles d'or, qui sont persuadés d'entendre des différences énormes entre les câbles. La science de base semble contredire l'expérience. Alors, qui a raison ? Alors, voici notre plan de route. On va d'abord poser le décor du débat, puis on va révéler où le signal audio voyage vraiment. Ensuite, on va découvrir un phénomène physique assez fou à l'intérieur du métal, ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi la forme du câble est si importante. Et à la fin, on verra que tout ça change complètement notre façon de voir la performance audio. On se retrouve donc face à un classique. D'un côté, des mesures électriques simples qui suggèrent qu'un fil, c'est un fil. Et de l'autre, une perception humaine, une oreille, qui prétend entendre bien plus que ça. Et au cœur de toute cette histoire, il y a une idée qui va à l'encontre du bon sens. On pourrait se dire, plus un câble est gros, plus il a de cuivre, plus le courant passe facilement, donc meilleur il est. Logique. Pourtant, il y a toute une école de pensée qui défend l'exact inverse. Des fils très très fins et un seul brin solide. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Bon, maintenant, attention. Pour vraiment piger le truc, on va devoir déconstruire une idée qu'on a tous sur la façon dont l'électricité fonctionne. C'est une petite révélation qui change pas mal de choses. L'image qu'on a tous en tête, c'est celle du tuyau d'arrosage. On imagine que les électrons sont poussés d'un côté et qu'ils sortent de l'autre. Le fil, c'est le tuyau, le courant, c'est l'eau dedans. C'est une analogie super simple et pratique pour les circuits de base, mais pour un signal audio qui est complexe et rapide, elle est en fait complètement à côté de la plaque. Et voilà la réalité, le vrai changement de perspective. La science, via les équations de Maxwell, nous dit que l'énergie du signal audio ne voyage pas dans le métal. Non, elle se propage sous la forme d'une onde électromagnétique dans l'espace qui se trouve entre les conducteurs, dans ce qu'on appelle le diélectrique, c'est-à-dire l'isolant. Du coup, un câble audio, ce n'est pas un tuyau, c'est un guide d'onde. Il faut imaginer les fils de cuivre, non pas comme le tuyau, mais comme les rails d'un chemin de fer. Le train, c'est l'énergie du signal, et il voyage sur les rails, pas à l'intérieur. Le courant qu'on peut mesurer dans le fil n'est en fait qu'une conséquence de ce champ d'énergie qui glisse le long des conducteurs. Ok, donc on a compris que l'énergie principale voyage entre les fils. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le cuivre lui-même ? Parce que c'est précisément là que le vrai problème se cache. Un phénomène que les analyses simplistes ignorent totalement. Pendant que l'onde principale file à une vitesse proche de celle de la lumière le long du câble, une toute petite partie de son énergie fuit et pénètre à l'intérieur du métal. Et cette énergie, elle ne suit pas le câble en longueur, non. Elle plonge à la perpendiculaire vers le centre du fil. C'est un peu comme de l'eau qui s'infiltrerait dans le sol. On appelle ça l'onde de perte. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Regardez ces vitesses. Cette onde de perte qui entre dans le cuivre se déplace à une vitesse d'escargot. À 1 kHz, on parle de 13 mètres par seconde. C'est à peine la vitesse d'un bon sprinter. On est à des années-lumière de la vitesse du signal principal. Et en plus, cette lenteur change avec la fréquence. Comme cette onde se déplace si lentement et qu'elle se dissipe petit à petit en chaleur, elle ne disparaît pas d'un coup. L'énergie reste en quelque sorte piégée dans le conducteur pendant un très court instant. Le fil se comporte donc comme un petit réservoir d'énergie qui se vide très lentement. Il crée un effet de mémoire. Il se souvient du signal qui vient de passer. Et qu'est-ce que ça donne à l'oreille, cet effet de mémoire ? C'est ce qu'on appelle le flou temporel ou time smearing en anglais. Imaginez un coup de cymbale. Le son devrait être net, précis et s'arrêter net. Mais à cause de cet effet de mémoire, le conducteur continue de relâcher un tout petit peu d'énergie juste après. Ce résidu vient salir le silence qui suit. Ça brouille la netteté et l'attaque des sons. C'est une distorsion non pas de volume, mais de temps. Bon, maintenant qu'on a le coupable, cette onde lente et son effet de mémoire, la question c'est comment on fabrique un câble pour s'en débarrasser ? Eh bien, tout est une question de géométrie. Et là, on revient à notre paradoxe du début. Un fil épais, c'est comme une grosse éponge. Il a plein de place pour absorber et stocker l'énergie de cette onde de perte. Résultat, un gros effet de mémoire. A l'inverse, un fil très fin, c'est une toute petite éponge, il est tout de suite saturé, il ne peut quasiment rien stocker, il n'oublie le signal instantanément. Et les câbles multibrins ? Ah, alors là, c'est le pire scénario. Non seulement ils ont beaucoup de masse, mais tous les petits contacts entre les brins agissent comme des milliers de miroirs qui dispersent l'énergie dans un chaos total. Regardons d'un peu plus près ce qui se passe dans un fil très fin.
Quand l'onde de perte entre d'un côté, le fil est si fin qu'elle le traverse super vite et rebondit sur la surface de l'autre côté. Imaginez deux vagues identiques qui se rentrent dedans, elles s'annulent. C'est exactement ce qui se passe ici. L'onde qui se réfléchit est le miroir parfait de l'onde qui entre. Le champ magnétique parasite à l'intérieur du fil est neutralisé, et l'effet de mémoire disparaît. Le câble redevient ce qu'il aurait toujours dû être, une simple résistance sans histoire. Cette citation de Oxford est assez claire. Dans un câble multibrin, l'onde de perte ne voit pas une surface lisse, mais un labyrinthe chaotique de frontières entre le cuivre et l'air. Chacune de ces frontières est un petit miroir qui réfléchit l'énergie n'importe comment. Ça crée une sorte de bouillie énergétique à l'intérieur du câble, ce qui est l'exact opposé de ce qu'on cherche pour avoir un son précis. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, cette plongée dans la physique nous montre qu'on ne regardait peut-être pas le bon critère pour juger un câble. Le voilà, le point central. Avoir une faible résistance, c'est bien, c'est la base, mais ça ne fait pas tout. La vraie performance d'un câble ne se mesure pas seulement en ohms, mais surtout en microsecondes. C'est sa capacité à respecter le timing parfait du signal, les attaques de notes qui doivent être fulgurantes et les silences qui doivent être parfaitement nets. C'est ça qui compte. Et ça explique pourquoi les mesures standards, comme la réponse en fréquence, ne montrent souvent aucune différence entre les câbles. C'est parce que ces mesures sont faites avec des signaux continus. Elles sont presque aveugles à ces microdistorsions de temps qui n'apparaissent que lors des changements rapides de signal. Pour les voir, il faudrait des analyses temporelles bien plus poussées. On va terminer avec cette question. Si un simple bout de cuivre peut cacher autant de complexité, imaginez la physique qui est à l'œuvre dans nos amplis, nos enceintes, nos lecteurs. Ça nous rappelle qu'en haute fidélité, le diable, ou plutôt la clarté du son, se cache souvent dans des détails que la physique commence à peine à nous révéler. Merci de nous avoir suivis.